Pourquoi 80% de tes leads sont nuls avant même l'appel ou la visio de vente et comment solutionner cela? Tu as une équipe de au moins un closer ou plusieurs et que tu génères des leads et pourtant les résultats ne sont pas au rendez-vous. Ton taux de closing, il stagne, tes closers, ils se plaignent de la qualité de tes prospects et toi, tu commences à te demander si le problème vient d'eux ou pas. Arrête de te poser cette question. Avant de changer tes closers, avant de changer ton script ou ta trame de vente, avant de changer, de vouloir améliorer ton offre ou te dire que le problème vient de l'offre, je vais te montrer quelque chose que la plupart des CEO, des chefs d'entreprise ne voient jamais. Le vrai problème, il n'est pas dans la salle d'appel ou de visio, il est dans ce qui arrive avant l'appel ou la visio de vente. Pour cela, je me présente avant tout, je m'appelle Rachid et avec mon associé Tanguy Nezero, on a accompagné plusieurs équipes de vente en co-créant Human Closing, la méthode CTR. Et dans 9 cas sur 10, quand un chef d'entreprise vient nous voir en disant mes closers ne performent pas, eh bien, le vrai problème, c'est souvent le setting. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi 80% de tes leads sont disqualifiés avant même que ton closer décroche le téléphone ou allume la visio. Et surtout, comment on va solutionner cela concrètement dès cette semaine. Reste jusqu'à la fin parce que à la fin, je vais te donner une action immédiate, applicable en 30 minutes, qui peut vraiment changer les résultats dès la semaine prochaine. Le point numéro un qu'on va voir ensemble, c'est d'abord de faire ce qu'on appelle un constat. Et c'est un constat qui est choquant. Donc, voilà ce que j'entends tout le temps. Rachid, mes closers sont mauvais. Rachid, mon script ou ma trame ne convertit pas. Rachid, le marché est difficile en ce moment. Et à chaque fois, je pose la même question. C'est qui remplit le calendrier de tes closers? Là, généralement, il y a un silence. Alors, tu peux avoir plusieurs stratégies d'acquisition parce que tout le monde regarde uniquement le closing, mais personne ne regarde ce qui se passe avant. Donc là, on va parler du cas spécifique où ce qui remplit l'agenda des closers, c'est le setting. La vérité, c'est celle-là. Un closer exceptionnel sur un mauvais lead, ça donne un résultat médiocre. Et ça, c'est toujours le cas. Pourquoi? Parce que s'il n'est pas qualifié, ça risque de créer des problèmes dans le delivery, ça risque de créer des litiges, des tensions dans la délivrabilité de ton offre. Donc tu peux avoir le meilleur script ou la meilleure trame du monde, la meilleure offre du monde, le meilleur closer du monde. Si le lead qui arrive sur l'appel n'est pas qualifié, eh bien tu as perdu d'avance, c'est mathématique. Le setting, c'est le filtre. Et si le filtre est cassé, ben, tout ce qui en suit sera forcément contaminé. Point numéro 2 de cette vidéo, c'est quoi un mauvais lead exactement? Eh bien, on parle souvent de lead non qualifié, mais concrètement, c'est quoi? Eh bien, on va voir ici qu'il y a 4 critères qui cochent le bon lead. Donc, un bon lead, en gros, il va cocher ces 4 critères. Un mauvais lead en rate au moins un, d'accord? Critère numéro 1, c'est le profil. Donc, est-ce que cette personne qui rentre dans mon pipe correspond exactement à mon client idéal? Secteur, taille, douleur, etc. Je te donne un exemple. Si ton offre elle s'adresse aux CEO d'équipes de vente comme moi, donc au moins 1 à 15 closers, et que bah, celui qui opt-in, celui qui rentre dans mon pipe ou celui qui a laissé ses coordonnées, bah, c'est un auto-entrepreneur, bah, forcément, pour moi, ce n'est pas un bon lead. D'accord? Très simplement. Critère numéro 2 après le profil, c'est le timing. Est-ce que cette personne ou cette entreprise a un problème maintenant? Et pas dans 6 mois, pas un jour peut-être, maintenant. La douleur doit être active actuellement. Après le deuxième critère qui est le timing, on arrive sur le troisième critère, l'intention. Est-ce que cette personne ou cette entreprise cherche activement une solution? Ou est-elle juste curieuse? Il y a une grande différence entre quelqu'un qui a cliqué sur une publicité par curiosité et quelqu'un qui veut vraiment résoudre un problème. Et c'est le rôle du setting de préqualifier cela. Quatrième critère, non négociable de nos jours, dans une sophistication de marché, c'est le budget. Est-ce que cette personne ou cette entreprise a les moyens d'acheter ton offre? Pas si elle peut se le permettre théoriquement. Non, non, non. Est-ce qu'elle a un budget disponible maintenant à activer pour solutionner cela? Un lead qui rate un seul de ces 4 critères va faire perdre du temps à ton closer, mais aussi à toi. Mais on peut le prendre en call, hein, ça c'est possible aussi, et ouvrir ce qu'on appelle la porte au follow-up derrière. Encore faut-il maîtriser et avoir un bon process de follow-up. Un lead qui en rate 2 ou 3 de ces 4 critères, bah, il va démotiver tes closers, car vraiment, il y a très très peu de chances qu'il soit closé. Et un lead qui rate les 4 critères sur les 4, forcément, il n'a rien à faire normalement ici.
Ça peut arriver, les touristes, c'est OK, un accident de parcours, ça arrive. Troisième point que je veux voir avec toi dans cette vidéo, c'est le coût réel des mauvais leads que tu fais passer et que tu envoies à tes closers. On va faire un calcul très simple, mais il est brutal. C'est nécessaire que je le fasse devant toi. Imagine-toi que ton closer, il fait 6 appels par jour et que 4 de ces 6 appels sont des leads mal qualifiés. Ça veut dire que 66% de son temps, il est gaspillé sur des gens qui n'achèteront jamais. Maintenant, mettons des chiffres dessus. Ton closer, il travaille 20 jours par mois. 6 appels par jour, ça fait 120 appels. Si 80 de ces appels sont des leads non qualifiés, combien de deals potentiels tu perds chaque mois? Si ton taux de closing, son taux de closing sur ces leads qualifiés est de 40%, ce qui est réaliste avec un bon process, c'est 80 d'appels gaspillés représentent 12 ventes perdues chaque mois. Si tu multiplies par ton panier moyen, ça risque de te choquer. Si tu vends par exemple une offre à 4 000 euros, c'est 128 000 euros de chiffre d'affaires potentiel qui s'évapore. Et ça, c'est chaque mois. Non pas parce que tes closers sont mauvais, mais c'est parce que le pipeline, il est mal alimenté. Le setting, c'est pas un pôle secondaire. C'est pas un poste secondaire. C'est l'un des leviers les plus puissants de la croissance de ton entreprise qui est très, très, très sous-estimé. Quatrième point que je veux voir avec toi dans cette vidéo, c'est pourquoi le setter, c'est le vrai responsable. Tu es aussi responsable en tant que chef d'entreprise, qu'on ne se voile pas la face. Dans la plupart des équipes de vente, voilà comment ça se passe. On recrute un setter, on lui donne un script de prospection basique, on lui on lui donne un tableau Excel avec un numéro de téléphone et on lui dit à toi de jouer. Il y a très peu de débriefings qui se font entre CEO, Head of Sales Manager ou entre Pole Closing, Pole Setting. Il n'y a aucun standard de qualification, il n'y a pas de suivi en quelque sorte des leads, très peu de réécoute d'appels, surtout sur le long terme. On écoute parfois au début, après on dit c'est bon, il maîtrise, on le laisse, mais non. Et généralement, très peu de feedback aussi de la part des closers. Et ça, eh bien, ça fait que le setter, il va travailler seul et il va se sentir un petit peu vidé de son énergie et il ne sait pas ce qui se passe après qu'il ait posé un rendez-vous dans l'agenda des closers. Il ne sait pas pourquoi certains leads ne convertissent pas, d'autres oui. Il ne sait pas où optimiser. Et en quelque sorte, eh bien, il se fatigue et il commence à moins remplir les agendas des closers. Et c'est exactement ça le problème. Quand tu incentives en quelque sorte ton prospect uniquement sur le volume des rendez-vous posés et tu crées là une mécanique, un système qui va favoriser la quantité à la qualité. Ton setter, il va faire entrer pas mal de rendez-vous, mais pas les bons. Et ce n'est pas de sa faute, qu'on soit vraiment clair, parce que très généralement, on remet la faute sur le setter. C'est un problème de système. Et c'est toi le CEO, le chef d'entreprise, et donc tu es responsable de ce non-système qui n'est pas posé dans ta structure. Cinquième point, les 3 erreurs classiques du setter non structuré. L'erreur numéro 1, c'est qu'il appelle tout le monde sans filtrer. Il y a beaucoup de setters qui travaillent sur des listes froides, sans aucune préqualification. Ils appellent 100, 200 personnes, voire 300 personnes aussi par jour, en espérant convertir entre 10 et 15 rendez-vous. Et résultat, en fait, c'est beaucoup d'énergie pour peu de résultats. Et des closers qui sont aussi épuisés parce que les rendez-vous ne sont pas qualifiés. Erreur numéro 2, ils vont poser les mauvaises questions. Les setters, généralement, suivent la trame que tu leur donnes, ils posent souvent des mauvaises questions, des questions fermées, ils n'exploitent pas assez, on va dire, vraiment la situation du prospect, manque d'intelligence situationnelle, relationnelle, et les bonnes questions qui font creuser la douleur sont un petit peu mises de côté. D'accord? Donc, en gros, il faut que les questions que le setter doit poser doivent respecter les 4 critères qu'on a cités précédemment. Troisième erreur, le setter ne disqualifie pas assez tôt. En quelque sorte, parfois je vois des setters dans des appels au bout de la 10e minute, 15e minute, alors que moi je savais que dès la 2e minute, c'était pas qualifié, on aurait pu couper l'appel. Ils ont quand même passé 10-15 minutes en espérant que je ne sais pas quoi, parfois même booker le rendez-vous alors qu'ils n'auraient pas dû. Donc ça, c'est des erreurs en fait qui sont très coûteuses parce qu'il y a beaucoup de setters qui ont peur de perdre un lead, alors que ils vont faire perdre du temps à un closer qui va être frustré, ça va créer certaines tensions entre le pôle setting et le pôle closing. 6e point, le profil du lead idéal. Donc un lead idéal, comment le construire? Et donc là, je vais t'apporter ce qu'on appelle une notion importante, le ICP.
Ideal Customer Profile. C'est la fondation de tout système de setting bien basé sur la performance. J'insiste là-dessus, performance. Et donc, dans la plupart des entreprises, en tout cas que je vois autour de moi, qui sont venus nous voir, ils ne l'ont pas. Et voici comment on va pouvoir construire ensemble comment tu peux aussi construire en équipe avec ton pôle setting, ton pôle closing, mais aussi ton pôle marketing, je reviendrai tout à l'heure, ton ICP. Étape numéro 1, tu vas analyser tes 10 meilleurs clients. Et pas les plus gros, pas les meilleurs, dans le sens trop gentil ou résultat. C'est juste ceux qui ont obtenu des résultats en passant à l'action. Attention, si tu prends un client qui est déjà avancé et qu'il a eu 10, 15, 20% de résultats, évite de prendre ce type de client. Tu prends une personne qui est vraiment passée à l'action, qui a obtenu des résultats significatifs, qui sont même restés, qui t'ont recommandé, qui ont poursuivi avec toi dans des continuités ou autre chose. Ça, tu prends les 10 meilleurs de cela. Et à ce moment-là, dès que tu les as pris, tu vas analyser aussi les 5 pires clients. Alors, juste avant, je reviens sur le point de l'étape numéro 1. Quand tu prends les 10 meilleurs clients, tu vas les analyser. Ça veut dire que c'était quoi leur problème de départ, leur état d'esprit aussi, leur point de blocage, leur situation désirée. Tu vas analyser ça et tu vas faire un tableau avec des colonnes. Tu vas analyser sur ces 10 meilleurs clients, c'était quoi ces étapes-là. Ensuite, étape numéro 2, tu vas analyser aussi tes 5 pires clients. Ceux qui ont été très difficiles, qui ont demandé parfois même des remboursements, qui t'ont épuisé en termes d'énergie, de charge mentale. Qu'est-ce qu'ils avaient en commun, ces 5-là? Et c'est souvent aussi révélateur, c'est souvent très révélateur aussi des problématiques que tu vas rencontrer en closing et en setting. Étape numéro 3, tu vas croiser ces deux listes. Tu vas faire apparaître en quelque sorte ici des patterns qui sont très clairs, des signaux positifs à chercher, mais aussi des signaux négatifs à fuir. Étape numéro 4, tu vas faire valider ce profil par ton setter et ton closer, et pas juste le marketing. Le setter, lui, il appelle tous les jours, et les closers, lui, il parle avec le prospect quasiment tous les jours. Donc eux, ils ont des insights terrain très précieux et ils vont pouvoir les utiliser en lisant l'analyse des 10 meilleurs clients, l'analyse des 5 pires clients. Ils vont pouvoir te dire, ah ouais, ça c'est vrai, ça moi je rajouterais ça, les pires clients, celui-là c'est moi qui l'avais closé, il m'avait dit ça dans l'appel. Il va parfois t'apporter des termes qui peuvent être très importants pour toi et tu peux les utiliser. Et ce document, en quelque sorte, il va devenir la bible de qualification de ton setter. Et chaque lead qui est évalué contre ce profil ICP va aller forcément à la poubelle et non pas dans le calendrier du closer. Point numéro 7, les questions de qualification incontournables. Une fois que tu as ton ICP, tu vas construire une grille de qualification. Et là, je vais te donner 6 questions que tout setter doit poser sans exception dans son appel de setting. Je vais prendre l'exemple de notre propre entreprise. Donc, on est une entreprise qui accompagnons donc les chefs d'entreprise, des entreprises qui ont au moins un closer à 15 closers à structurer leur pôle vente pour scaler leur pôle vente et faire plus de ventes. Donc, première question, décrivez-moi votre situation actuelle avec votre équipe commerciale. Ça, c'est une question qui est ouverte. Elle laisse le prospect parler et moi ou mes closers, on va écouter ce qui sort spontanément de la bouche de notre prospect. Question numéro 2, quel est votre principal problème en ce moment dans vos ventes? Donc là, on va chercher une douleur active qui est précise mais qui est aussi urgente. Si le prospect hésite ou il dit j'ai pas vraiment de problème, là, un des critères dont on a parlé précédemment n'est pas validé. Question numéro 3, depuis combien de temps ce problème existe? Et donc là, le but pour moi, c'est que je dois savoir quel est l'état d'urgence. Plus le problème est dur, plus le problème est compliqué et dur, et aussi il dure dans le temps, plus l'urgence, elle est potentiellement forte. Et donc ça indique aussi si la personne a déjà essayé aussi des solutions ou pas. Quatrième question, qu'est-ce que ça vous coûte de ne pas résoudre ce problème? Donc, voilà, question de coût d'inaction basique, tourner différemment, mais c'est aussi une question de setting. Cette question, elle est cruciale pour moi parce qu'elle fait comprendre et prendre conscience à mon prospect de l'impact réel du problème. Et si il n'y a pas d'impact réel du problème, forcément, l'un des critères n'est pas rempli. Question numéro 5. Vous avez un budget alloué pour résoudre ce problème? Donc, question financière, elle est directe, mais elle est nécessaire pour ne pas faire perdre du temps à mon closer. Un prospect sans budget n'est pas un bon prospect. Ce n'est pas un prospect qualifié, en quelque sorte. Si un prospect
n'a pas le budget, il peut potentiellement être un prospect futur. Je peux, en fonction de l'appel, des rebonds que je vais partager, le booker, mais informer le closer sur la partie budget, finance, attention. Question numéro 6. Si on vous propose une solution adaptée, est-ce que vous êtes OK pour y réfléchir? Est-ce que vous serez prêt à prendre une décision assez rapidement? Donc là, je vais aller chercher s'il y a une intention d'achat. Parce que parfois, on confond, il y a le budget, mais parfois, il n'y a pas d'intention d'achat. Ou l'intention, elle est dans 3, 6, 9 mois. D'accord? Donc là, tu vas qualifier le décideur et la capacité à agir. Si la réponse est je dois en parler à 4 personnes et on se revoit dans 3 mois, bah là, ça remplit pas le critère de qualification. Ok, retiens bien ces 6 questions, elles sont importantes et tu pourras les partager à ton setter. Et si c'est le setter qui écoute cette vidéo, tant mieux, ben tu vas pouvoir les noter. 8e point, synchronisation importante qui doit être faite entre le setter et le closer. Donc là, c'est le point que presque personne ne fait et c'est pourtant celui qui change le plus les résultats immédiatement dans une entreprise, quand il y a une communication entre setter et closer. Avant chaque appel, le closer doit recevoir un briefing du setter. C'est pas juste un nom et un numéro de téléphone avec une adresse mail. Non, c'est vraiment un vrai briefing. Ce que le setter, en quelque sorte, doit communiquer au closer, ce qu'il doit lui transmettre, c'est le profil exact du prospect, secteur, taille, etc. Le problème principal exprimé avec ses propres mots. Avec ses propres mots. Avec ses propres mots. C'est pas les mots du setter. Non, c'est les mots du prospect qui doivent être transmis au closer. Le niveau d'urgence ressenti, les objections ou hésitations qui ont été exprimées pendant l'appel de setting, le budget évoqué ou estimé, le contexte émotionnel, est-ce qu'il est stressé, enthousiaste, est-ce qu'il est méfiant, des choses comme ça. Ça, c'est vraiment des informations importantes. Quand le closer il arrive sur l'appel avec ces informations, bah, il part pas du tout de zéro. Là, il arrive déjà, il est préparé, il peut adapter son approche, il peut aller directement au cœur du sujet, il peut même commencer à préparer son pitch à l'avance, etc. Et donc là, le résultat, c'est que l'appel, il est de plus en plus fluide, parfois même plus court, plus efficace, et le prospect, il se sent compris dès les premières secondes. Ce briefing entre setter et closer, il prend même pas 2 minutes par message vocal ou une note CRM ou un formulaire simple que tu peux mettre en place. L'important, c'est qu'il existe dans ton entreprise en termes de structure, de process, et qu'il soit systématique. Point numéro 9, avant, après. Là, on va faire un avant-après concret. Laisse-moi juste te donner un exemple concret de ce qui peut changer dans ton entreprise quand tu mets en place un process clair. Avant, eh bien, tu as un pipeline qui est mal structuré, tu as 120 appels par mois environ, là on prend un exemple chiffré, 80% des leads non qualifiés, taux de closing réel 15%, résultat 18 ventes. Après, avec un système de setting structuré, avec un ICP et une grille de qualification et un système de communication entre setter et closer, tu as 80 appels par mois, tu as moins de volume parce que c'est plus filtré, et donc là, tu as ton taux de closing qui passe à 40%. Donc au lieu de faire 18 ventes, tu vas en faire 32. Donc le résultat, il est très significatif. Moins d'appels, plus de ventes, des closers moins épuisés, un setter qui comprend son impact dans l'entreprise, et c'est exactement ce que nous, on a mis en place chez l'un de nos derniers clients, qui avait une équipe de 4 closers, dans le coaching sportif, en 6 semaines, sans changer l'offre, sans changer l'équipe de closers, juste en structurant le setting et la préqualification. C'est plus de 100, alors, il faisait 100 000, il est passé à 160 000 euros encaissés par mois. Donc, le setting, c'est pas un détail, c'est un levier de transformation. Et tant que ça, tu ne l'auras pas compris, eh bien, tu tourneras en rond et tu vas te poser des questions, mes closers sont pas bons, ainsi de suite, alors que c'est pas le bon problème que tu regardes. C'est pas le bon goulot d'étranglement, si on parle marketing. Point numéro 10, comme je t'avais promis au début de l'appel, l'action immédiate, concrète que je t'ai promise. Donc, je t'ai promis une action concrète, applicable dès cette semaine, la voici. Cette semaine, tu vas faire une chose, tu vas construire ta grille de qualification en 30 minutes. Et je vais te donner le process exact. Tu vas prendre une feuille, ou ouvrir un Google Doc, et tu vas répondre à ces questions très simples. Première question, qui est mon client idéal? Deuxième question, quels sont les 3 signaux positifs qui indiquent un bon lead? Troisième question, quels sont les signaux négatifs qui disqualifient immédiatement? Quatrième question, quelles sont les 6 questions que mon setter doit absolument poser avant de prendre un rendez-vous? Cinquième question,
quel format de briefing setter-closer je vais pouvoir mettre en place dans mon entreprise. Tu partages ce document avec ton setter, tu en parles ensemble avec Pôle Marketing, Pôle Vente, et dès la semaine prochaine, chaque lead qui est évalué contre cette grille, avant d'entrer dans ton calendrier, il sera refusé. C'est simple, c'est rapide, et c'est le début d'un changement qui est structurel dans ton équipe. Setting, closing, j'ai pôle vente parce que pour moi le pôle vente c'est setting et closing. On arrive à la fin de cette vidéo, donc si tu sens qu'elle t'a apporté de la valeur, n'hésite pas à liker, abonne-toi aussi à la chaîne parce que les contenus qui arrivent vont être de plus en plus précis, intenses, et on se retrouve prochainement dans une vidéo. J'ai juste aussi quelque chose à te dire avant de terminer. Si tu veux qu'on regarde ensemble où se situe le vrai goulot d'étranglement de ton équipe closer ou setter ou de ton pôle vente en général, le lien pour réserver un appel diagnostic gratuit est dans la description. Je te laisse prendre un rendez-vous, on se retrouve de l'autre côté. N'hésite pas aussi à partager cette vidéo à ton pôle setting, à ton pôle closing. Si tu es setter ou closer, à la partager peut-être au manager, head of sales ou au CEO directement. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo.